docteur Kane Abdourahmane, docteur en sociologie. J'ai également un 3e cycle en management gestion, un DSS aussi en qualité, ce qu'on appelle les normes ISO, et bien d'autres formations aussi dans le domaine de la gestion des projets et dans d'autres domaines. Je suis écrivain aussi aux éditions Harmattan. En termes d'activité professionnelle, j'ai eu quand même à diriger ou à être parmi le top management de certaines sociétés, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur privé. Et avant cela, j'ai été aussi fonctionnaire de l'État. À un moment donné, j'ai quitté, j'ai intégré le privé et j'ai eu à gravir les échelons jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas, au niveau d'une des plus grandes business schools de Dakar, notamment l'Institut supérieur de management. Que j'ai quitté plus tard pour fonder ma propre société qu'on appelle Arix International. Nous sommes un peu dans tout ce qui est création d'entreprises, tout ce qui est accompagnement, stratégie et restructuration, dans l'intermédiation aussi administrative. Et un peu dans l'agriculture aussi, en tant que promoteur agricole dans le domaine de tout ce qui est élevage, éventuellement aussi de tout ce qui est production agricole au niveau de la région de Mbour. Et nous dirigeons aussi une grande business school qu'on appelle l'Institut de Management, IMAN, sur Dakar, et éventuellement aussi d'autres petites activités. Je suis le secrétaire général aussi du Parti social républicain, donc créé depuis 2007. Et pour le moment, nous accompagnons le président Macky Sall dans sa démarche, dans sa gestion du pays depuis pratiquement 2012. Donc je crois qu'en termes de présentation, je pense que ce sont les grandes lignes. Bon, maintenant, s'il y a des questions particulières, peut-être nous aurons l'occasion d'y apporter des réponses. Bon, d'accord. Ce qu'il faut noter, c'est vrai que pendant plusieurs années, depuis l'indépendance, il y a eu une orientation quand même un peu laconique de l'État par rapport à l'agriculture. Nous sommes toujours dans une perspective de l'agriculture vivrière, donc depuis les indépendances. Donc c'est le même principe qui consiste à subventionner les paysans qui représentent pratiquement tous les effectifs du secteur agricole. Parce que dans le secteur agricole sénégalais, vous n'avez pas une catégorie de paysans plus une catégorie d'hommes d'affaires ou d'agro-business. Non, c'est pratiquement tout est paysan. Tout est paysan. On les subventionne, on leur donne du matériel, ils produisent, ils terminent, ils vendent mal. Ce qu'ils reçoivent, ils le consomment. Et ça s'arrête là. Donc forcément, il n'y a jamais eu le développement d'une politique d'agro-business au Sénégal. Et ce n'est que dans les années 2005, peut-être 2007, qu'on a eu les balbutiements, qu'on a eu quelques initiatives. Mais jusqu'à présent, il faut quand même une grande politique, n'est-ce pas, pour que d'abord que l'agro-business puisse être un fait réel. D'accord, et puis qu'il y ait l'accompagnement de l'État, qui est également ce qu'on appelle toute la chaîne de valeur. Parce que le problème, en fait, de nos secteurs aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de valeur. C'est juste des... Oui. Parce que les thés sont arrachés. Oui. Par les Français, d'autres types d'Européens. Tout à fait. Qui arrachent notre thé parce qu'on n'est pas capable de faire l'agro-business. Tout à fait. Oui, justement, ce n'est pas une question d'être capable, c'est une question, c'est au niveau même des Sénégalais. Ça veut dire que c'est vrai que les Français viennent, mais c'est parce que la nature a horreur du vide. Depuis 1960 jusqu'au moment où je parle, les gens n'ont pas investi, justement, les hommes d'affaires sénégalais n'ont pas investi le secteur de l'agro-business. Et ils n'ont pas investi aussi d'autres secteurs. Donc souvent, ça, c'est une grande problématique socio-économique qui consiste à parler d'Auchan, à parler des Français et des Américains qui viennent. Mais nous sommes dans la mondialisation et ils viennent, normalement, même s'ils viennent, ils doivent trouver des gens dans ce secteur-là. Mais le problème, c'est que le Sénégalais, quand il a de l'argent, il ne l'investit pas. C'est ça la vérité. Donc il n'y a pas dans le secteur agro-business aujourd'hui, il n'existe pas. Il y a, comme vous l'avez indiqué, les Français viennent, les Américains viennent, tout le monde vient, sauf les Sénégalais. Eh bien, le problème que nous risquons d'avoir aujourd'hui, c'est que dans 2 ans, 3 ans, vous verrez de grands hommes d'affaires dans le secteur de l'agro-business, mais ces hommes d'affaires-là ne seront pas sénégalais.
Et ce qu'ils vont produire justement, quand ils vont terminer, ils ne vont pas le transformer ici, ils vont amener ça dans leur pays, le transformer pour effectivement... On parle du nombre, du taux élevé de chômeurs et tout. Et vous, en tant qu'accompagnant du chef de l'État dans ses politiques de développement, qu'est-ce que vous proposez côté agriculture? Oui, côté agriculture, d'abord, je pense qu'il faut un changement de mentalité. Il faut faire comprendre à celui qui quitte Pout, à celui qui quitte le Fouta, à celui qui quitte Kaolack, que la terre est une valeur. D'accord, est une valeur marchande qu'il va falloir exploiter et que l'État justement est là parce que, je l'ai dit, il y a beaucoup de politiques agricoles qui ont été mises en place. Mais si celui qui est en charge, n'est-ce pas, de cette transformation des terres, ou bien celui qui est en charge de cette exploitation, ou bien la personne à qui justement ces politiques-là sont destinées n'est pas intéressée, je suis désolé. On ne peut pas aujourd'hui, même si vous créez aujourd'hui un programme à Pout ou dans une région du Sénégal, normalement, si les jeunes qui devaient justement développer ce programme-là quittent le milieu rural pour venir en ville, s'asseoir ou vendre peut-être quelques ustensiles et autres, et qu'ils ne croient pas à la terre. Le problème, c'est que les jeunes Sénégalais, les paysans sénégalais, ne croient pas que la terre puisse aujourd'hui le rendre riche. Ils ne croient pas que la terre aujourd'hui, c'est une valeur marchande, comme la télévision, comme les routes, comme les portables, comme ceux qui vendent du pétrole, comme ceux qui vendent autre chose. Il faut d'abord un changement de mentalité pour que les gens retournent vers la terre et éventuellement aussi qu'il y ait un accompagnement de l'État justement pour que ce secteur-là puisse se développer. Et aussi l'implication des milliardaires et des hommes d'affaires sénégalais. Voilà. Oui, les solutions aussi, en fait, c'est toujours lié parce que toutes ces personnes-là qui partent vers l'étranger, que ce soit la France, que ce soit les autres pays, ils ne peuvent pas trouver là-bas quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'ont pas dans leur pays, le plus souvent. Parce qu'on a vu après les conditions dans lesquelles ils vivent, en Libye, en France et un peu partout. Maintenant, il faut noter une chose. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'ils acceptent de faire en Europe, qu'ils n'acceptent pas de faire aujourd'hui ici au Sénégal. Je prends juste un cas très banal. Vous prenez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais soi-disant qui chôment, qui sont à la maison. Mais pourtant, il y a 10 000 ou 15 000 emplois ici dans Dakar qui sont effectués par d'autres nationalités. Et pourtant, ces jeunes-là de ces nationalités arrivent à s'en sortir. Les blanchisseries aujourd'hui ne sont pas tenues par les Sénégalais. Les boutiques ne sont pas tenues par les Sénégalais. Les petits commerces de fruits à Dakar ne sont pas tenus par des Sénégalais. La vente, n'est-ce pas, de détails des cartes de communication ne sont pas tenues par des Sénégalais. Et je peux vous citer également plus d'une dizaine ou d'une vingtaine de métiers comme ça que des Sénégalais qui n'ont pas de boulot, qui sont chez eux, qui dorment, des jeunes Sénégalais auraient pu faire et justement avoir ce que ces gens-là ont. Donc c'est une question aussi quelque part de mentalité. Il faut changer la mentalité de la jeunesse sénégalaise qui consiste à dire aujourd'hui, si j'ai pas un travail dans un bureau sous la climatisation, c'est pas un travail. Voilà, un travail, c'est pratiquement une production qui te rapporte de l'argent. N'est-ce pas? Ça peut être dans un bureau, ça peut être dans la rue, ça peut être ailleurs. L'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, tu puisses faire ton bilan et te dire que tu t'es retrouvé avec de l'argent. Malheureusement, ça, c'est une question de mentalité. Il faut aujourd'hui... Le grand combat au Sénégal, c'est le combat du changement de la mentalité, n'est-ce pas, des Sénégalais, en règle générale, et bien sûr dans le domaine économique. Maintenant, à partir de ce moment, essayer quand même avec les politiques de développement au Sénégal, faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport à ces politiques. Parce que je le dis souvent, que ça soit au chef de l'État et aux opérateurs ou d'autres personnes, c'est bien beau de créer un projet comme ça, mais c'est bien également de voir si ce projet-là, concrètement, il fonctionne, concrètement, il marche, et si c'est pourquoi ce projet a été mis en place aussi, si les indicateurs sont performants ou autres. Parce que pour la plupart aussi, il faut le dire, ce sont des projets maquillage où après, derrière ou à l'intérieur, il n'y a rien. On donne de l'argent juste pour dire qu'on a créé quand même un projet de 10 milliards. Après, les gens prennent l'argent, chacun consomme. Et après, il n'y a pas aujourd'hui une politique de reddition des comptes. C'est important, on parle de reddition des comptes chez les politiciens, mais il n'y a pas de reddition des comptes chez les porteurs de projets à qui l'État a donné de l'argent pour créer concrètement des projets. Et la majorité des gens qui ont été épinglés,
ils n'ont pas été sanctionnés. C'est ça aussi le problème. Vous parlez des politiciens ou des entrepreneurs? Oui, les deux. Les deux. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, le Sénégal ne peut pas se développer si on passe tout notre temps à accuser qu'une seule partie. Le Sénégal est là où il est à cause de toutes les parties prenantes. Je dis bien de toutes les parties prenantes. Vous avez, comment dirais-je, la population, vous avez les hommes politiques et vous avez après tous les leaders d'opinion. Donc les marabouts et tout ce qui tourne autour. Donc pour moi aujourd'hui, la solution ne peut pas, on ne peut pas trouver de solution si on dit que tout est politique. Donc si ça ne marche pas parce que les politiciens ont une part de responsabilité, effectivement les politiciens ont une part de responsabilité. Mais la population aussi a une part de responsabilité dans ce qui aujourd'hui affecte ces mêmes populations. Je prends juste le cas de l'inondation. Vous avez beaucoup de cas aujourd'hui où l'inondation est là. Donc on l'a vu, on l'a vécu, c'est dramatique. Maintenant, la question aujourd'hui, ces gens-là, la plupart du temps, quand ils construisent, ils savent très bien dans quelles conditions ils construisent. Ils vont négocier des papiers, ils vont donner de l'argent pour qu'on leur permette de trucs. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien du tout, ils le savaient. 10 ans après, 15 ans après, hop, ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans l'eau, dans l'inondation, etc. Donc le fait aujourd'hui, à partir de ce moment, on peut reprocher à l'État peut-être un manque de vision ou un manque de ceci, mais il faut également reprocher à cette même population de s'être installée quelque part où techniquement elle ne devait pas s'y installer et de s'y être installée également de manière illégale en négociant des... L'État a laissé faire parce que les gens qui vivent dans ces zones inondées, c'est des gens qui ont quitté leur village, qui ont quitté depuis le temps des sécheresses et tout, ils sont venus s'installer dans ces zones-là, ils n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi l'État ne fait pas son devoir? C'est ça aussi la grande problématique quand je parlais tout à l'heure de la mentalité. Nous avons tendance souvent à reproduire les mêmes argumentaires, mais ce n'est pas toutes ces zones-là qui sont concernées par ce phénomène. Je parle même des zones qui ne sont pas du tout inondées. Vous prenez aujourd'hui le cas d'Ouest-Foire, c'est l'anarchie totale. Je suis désolé, c'est l'anarchie totale. Les gens construisent comme ils veulent. Telle personne se met ici, l'autre se met derrière, l'autre après derrière. Donc la nuit, même parfois quand il y a un sinistre aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour faire passer le camion des sapeurs. Les gens s'installent d'abord pour réfléchir où on va mettre les égouts d'évacuation. Mais ça, là-bas, c'est pas... L'État, c'est vrai, mais la loi, c'est la loi. Si aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sorte d'autorégulation de l'individu lui-même. Non pas se dire que, oui, l'État ne me voit pas, je fais. Donc, comme il n'a pas les moyens ou il n'a pas pris les dispositions de me voir, non. Pour moi, le citoyen doit être un citoyen éduqué, un citoyen rationnel, qui, au-delà maintenant des aspects de loi ou de police, etc., apprendre à s'autoréguler pour l'intérêt, n'est-ce pas, du commun. L'intérêt national, pour l'intérêt, n'est-ce pas, pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt également de la communauté. Mais c'est dire que forcément, parce qu'on ne contrôle pas, je fais, et c'est ça le drame de l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir chaque policier dans la rue pour quand même que les gens puissent circuler normalement. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une police, n'est-ce pas, pour que les gens ne jettent pas leurs poubelles dans la rue. On n'a pas besoin de la police aussi pour ne pas voir, par exemple, des gens voler les égouts ou les lampadaires ou les fils, etc. Pour moi, c'est une question, c'est un devoir civique. Il faut que nous, Sénégalais, nous, Africains, qu'on apprenne, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, de l'État, de voir ce qui est normal. La normalité, il faut qu'on apprenne à suivre la normalité sans avoir un gendarme ou un policier derrière nous. Malheureusement, au Sénégal et en Afrique, l'anarchie est totale et les gens, c'est en amont, c'est en aval, après qu'on constate les dégâts. Et c'est vrai, l'État a une grande part de responsabilité, mais nous, population également, nous avons une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive souvent dans notre communauté, dans notre propre communauté. Et ça, je crois qu'il va falloir changer de mentalité aussi pour parce que c'est bien de demander ce que l'État peut faire pour nous, mais d'abord, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et nous devons faire pour nous-mêmes au départ. Oui, c'est une question importante. Bon, comme je l'ai dit, je suis un souteneur du président Macky Sall. Donc ça, au moins, les gens le savent depuis belle lurette.
Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de réalisations. Il y a du mérite quand même pour avoir réussi quelques éléments ou quelques percées, n'est-ce pas, là où peut-être d'autres ont échoué ou là où des choses n'ont pas été faites, notamment dans le domaine social. Donc ça, dans le domaine de l'éducation aussi, je peux citer quelques exemples, mais je pense qu'en tant que journaliste aussi, vous êtes déjà au courant et je crois que les gens ont assez répété toutes ces réalisations, sa bonne volonté et des changements qu'il a eu à apporter, n'est-ce pas, dans l'environnement économique, dans l'environnement agricole. C'est quelqu'un qui doit être encouragé. Et ça, j'ai l'habitude de le dire aux Sénégalais. Quand on a un président, quelles que puissent être ses qualités et ses défauts, c'est notre lutteur. Donc, si demain il est réussi pour tout le monde. S'il échoue, il va échouer pour tout le monde. Et nous sommes en démocratie. Donc, il est là pendant un certain temps. Après ce temps-là, il doit laisser à d'autres personnes la possibilité de continuer, n'est-ce pas, la destinée du pays. Mais pendant qu'il est là, quand même, je pense qu'on peut l'encourager et après, bien sûr, faire le bilan. Et si c'est un bilan à mi-parcours, s'il y a des couacs, ok, mais quand même, il y a eu des choses positives qui ont été réalisées et il mérite un encouragement. Maintenant, pour ce qui est du parrainage, concrètement, moi, j'ai eu à donner ma position. Vous savez, dans un État ou dans la gestion d'un État, chaque président a ses prérogatives. Chaque président peut aujourd'hui développer des projets dont il pense, parce qu'encore une fois, il n'est pas omniscient, dont il pense qu'aujourd'hui, ce projet-là, il est pertinent ou il peut nous sortir de quelques soucis ou de quelques problèmes. C'est son droit le plus absolu. Donc, mais chacun aussi est libre d'apprécier. Je crois que le parrainage, c'est disons, c'est de la politique de plus. C'est vrai que nous sommes quand même de la jeune génération. Le tout politique, on est contre. À un moment donné, il faut faire de la politique, n'est-ce pas? Mais après, il faut tourner la page. Donc au Sénégal, surtout, nous avons toujours reproché à l'État ou aux hommes politiques de monopoliser l'espace. Donc l'espace en général. Donc il y a trop de politique. Après, nous avons ce qu'on appelle les élections communales, après les élections législatives, les élections présidentielles, les élections sénatoriales, d'autres élections. Pour un président de la trempe du président Macky Sall, on s'attendait quand même à réduire cela, c'est-à-dire à réduire l'espace politique, à réduire les activités politiques. Et le parrainage, malheureusement, augmente encore une couche de plus sur justement cette mainmise de la politique. Parce qu'aujourd'hui, on va vers les législatives. Mais les parrainages tels qu'on les vit maintenant, on a l'impression que c'est une élection présidentielle dans une élection présidentielle. Pendant ce temps-là, les directeurs généraux ne vont pas travailler. Pendant ce temps-là, les gens vont gaspiller beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là. Et je pense qu'il aurait pu quand même nous faire économie de tout cela. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, ce sont les Sénégalais qui vont voter parce que ce qu'on va économiser dans les histoires de bulletins, soit disant qu'il y aura moins de candidats, mais c'est ce qu'on va gaspiller aussi dans les parrainages. Tout l'argent économisé aujourd'hui, soit disant parce qu'il y a trop de candidats, donc il y a trop de dépenses à effectuer, c'est le même argent, c'est la même somme d'argent qu'on va dépenser dans les histoires de parrainage. Et ça multiplie. Nous sommes dans un système aujourd'hui, plus il y a de la politique, plus il y a de probabilités pour qu'il y ait des accrochages et même des conflits. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut dépolitiser, n'est-ce pas, le système pour quand même éviter justement tous ces conflits-là. Parce que dans ces parrainages-là, tout peut arriver. Déjà, les élections sont à redouter avec les investisseurs. Chaque fois qu'il y a des élections, vous verrez 2 ans après, les gens n'investissent plus. Le Chinois ne vient pas, le Français ne vient pas, l'Américain ne vient pas. Parce qu'il se dit que je suis dans une situation d'incertitude. Je ne sais pas qui sera président et je ne sais même pas s'il y aura une guerre civile ou autre. Donc 2 ans après, c'est zéro. 2 ans après, c'est zéro aussi parce qu'une fois que vous allez élire un président, il va prendre 2 ans pour prendre ses marques. Donc pendant 4 ans, pratiquement, dans la vie d'un État, il n'y a rien. Maintenant, s'il faut y rajouter les parrainages avec tout ce que cela comporte, je pense qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Nous sommes en démocratie. Si quelqu'un a envie quand même de se présenter à des élections et de perdre sa caution, il n'a qu'à le faire. Et puis on va directement aux élections, il va perdre sa caution. C'est tout. Maintenant,
cette caution-là, on peut l'augmenter pour quand même créer un esprit de dissuasion. Mais le parrainage de plus, pour moi, c'est une élection de plus. Et c'est très compliqué aussi. C'est vrai que de manière technique, on a expliqué aux gens en quoi consistera le parrainage, mais après, il y aura beaucoup de remous. Il y aura beaucoup de remous parce que dire une chose, c'est très simple, mais après, l'appliquer sur le terrain, l'histoire des signatures, bon, l'histoire de la manipulation qu'il y aura derrière, l'histoire, n'est-ce pas, de la validation, le temps que ça va prendre. Des gens aussi qui ne savent pas signer. Il y a des gens qui signent comme ça aujourd'hui et demain, après-demain, ils vont signer d'une autre façon. Après-demain, d'une autre façon. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont signer sur des PV. Ça va partir au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, même s'il a un bras technique qui va l'aider à, comment dirais-je, à spécifier ces signatures-là, après, ça risque d'être compliqué. Sans compter aussi les recours qu'il y aura derrière. Sans compter, moi, je peux être du PS, par exemple. Je croise des gens qui demandent des parrains pour le président Macky Sall. Je fais exprès de signer tout en sachant que j'avais déjà signé pour le PS, tout en sachant que ma signature sera rejetée. Donc il y a beaucoup quand même de couacs. Bon, le parrainage ne va pas freiner les choses. Les gens qui veulent réellement se positionner au Sénégal, c'est pas 66 000 signatures qui manquent. Bon, rien que dans ton quartier, nous sommes en Afrique. On connaît tout le monde. Même si le gars n'est pas avec toi, tu arrives, tu dis, bon, tanti, s'il te plaît, j'ai besoin de ta signature. Elle va te donner. Bon, vous aussi, si vous êtes dans mon parti, si vous y allez voir vos parents, vos sous-parents, vos sous-sous-parents, ils vont accepter de vous donner leur signature tout en sachant demain qu'ils ne vont pas voter pour vous et qu'ils ne sont pas de votre bord. Donc, en grosso modo, je pense que le président Macky Sall aurait pu nous faire l'économie quand même de ces systèmes de parrainage qui ne fera que qu'augmenter encore plus la politique au Sénégal. Et pour moi, on doit diminuer la politique, pousser les Sénégalais à travailler, pousser les jeunes à croire en eux et investir, n'est-ce pas, les jeunes d'un esprit d'entrepreneuriat, les accompagner et surtout au-delà de l'accompagnement, que ça ne soit pas des accompagnements politiques. Du genre, on donne pour juste mettre sur des statistiques qu'on a donné 10 milliards ou 4 milliards, faire en sorte que ceux à qui on donne, qu'il y ait une reddition des comptes, qu'il y ait une vérification que l'argent donné a été bien utilisé pour créer des sociétés, pour créer des valeurs ajoutées, pour créer des emplois, pour créer des produits. Si ce n'est pas le cas, la personne rembourse.